Bonjour à tous et bienvenue sur LCP. Nous sommes au cœur du débat parlementaire. Les députés poursuivent l'examen de la proposition de loi sur la fin de vie. Alors c'est un texte très sensible. À l'ouverture de la séance, il y avait plus de 2000 amendements déposés. Texte ultra sensible qui renvoie à des convictions personnelles et qui divise au-delà même des clivages politiques au sein même des groupes où les positions peuvent être diamétralement opposées. Les débats, on s'en doute, sont très vifs, notamment à l'article 2, celui qui instaure précisément un droit à l'aide à mourir. La séance est ouverte. Venons à l'article 2. Il y a des inscrits à l'article. Monsieur Monnet. Merci, Monsieur le Président. 4 choses que je voulais aborder. La première, je me sers de mon intervention sur l'article pour le dire. J'aurais pu le faire par un rappel au règlement. Je vous le dis, le 1 pour 1 contre, je le trouve scandaleux. Je ne trouve pas normal. C'est un débat trop important pour ne pas avoir le temps du débat et être muselé dans le débat. C'est pas possible. Je suis désolé. En commission, il y a une liberté de parole. On a pu s'exprimer et on a pu débattre. 1 pour 1 contre. On s'est bloqué 2 week-ends. On a une semaine complète. On a de l'avance sur le texte. Il faut laisser le débat. C'est pas possible. Sur un texte aussi important, c'est pas possible autrement. Je vous dis ce que j'en pense. La deuxième chose, c'est que j'ai écouté que tout à l'heure, dans les propos liminaires de mes collègues, il y avait une volonté d'avoir un débat correct. Mais pour qu'il y ait un débat correct, il faut qu'il y ait un débat. Enlevez vos amendements de suppression et on vote sur l'article après avoir débattu. Je comprends la stratégie des amendements de suppression, mais reconnaissez que on n'a pas de débat s'il passe ces amendements de suppression. Alors qu'on a besoin d'avoir un débat. Pourquoi je vous dis ça? C'est que parmi les pour, il y a beaucoup de nuances. Et vous le savez très bien. Et même parfois, on peut se rejoindre entre les pour et les contre. Moi, par exemple, je considère que l'aide à mourir, ça ne peut pas être considéré comme un soin. C'est un acte médical, mais en aucun cas, ça ne peut être un soin. Et moi, j'ai plutôt tendance à en faire un droit d'exception. Pour certains de mes collègues, y compris de mon groupe, c'est différent. Il y a une autre approche. Et il y en a qui sont farouchement contre. Donc vraiment, le débat permettra de montrer toutes ces nuances. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que c'est un droit. On l'a fait, d'ailleurs, c'est sur un amendement de notre groupe. On a fait valider le fait que ce soit un droit. Moi, j'y suis très attaché. Mais ne caricaturons pas le débat. Un droit, c'est pas une obligation. Un droit, ça permet un accès équitable et juste à tout le monde. Les gens s'en saisissent ou pas, c'est une autre affaire. Mais un droit, c'est un droit. C'est pas une obligation. Je vous remercie. Je vous remercie. Je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a pas de débat sur chaque sujet et les articles importants. Il y a eu au moins 14 ou 16 prises de position sur le premier article. Ici, il y en aura encore une vingtaine sur cet article. Et nous sommes 8 fois plus qu'en commission. Et donc, nous ne pouvons pas laisser traîner les débats. Il y a 2049 amendements encore. Je pense qu'il faut être un tout petit peu raisonnable. Monsieur Benz, pour le groupe Rassemblement National. Merci Monsieur le Président. Nous sommes donc à l'article 2 sur la définition de l'aide à mourir. Donc nous voilà en fait à nouveau sur ce fameux débat sémantique qui est fondamental. Ce qu'on demande simplement, c'est qu'il y ait un débat dans un esprit à la fois de vérité, qui corresponde à des réalités et qui finalement soit dans la transparence. Parce que sur les termes du débat, malheureusement, nous avons perdu les Français. Alors je me permets de rappeler ce sondage Elena Santé de début avril dernier qui pose la question aux Français: connaissez-vous la différence entre les termes aide à mourir, euthanasie et suicide assisté? Entre ceux qui répondent non et ceux qui répondent approximativement, c'est 89% des Français. Donc il y a une confusion généralisée dans l'esprit des Français. Alors pour être plus clair, plus précis, je vous repose, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, une question précise. Lorsqu'on s'administre, qu'on s'auto-administre une substance létale, donc dans son corps, un corps vivant, dans l'intention d'en donner la mort, en quoi n'est-ce pas un suicide assisté soit-il? Je pense qu'il faut tout simplement dire la vérité aux Français. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Vidal, pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais m'exprimer sur cet article parce que c'est un article extrêmement important du texte puisqu'il vise à définir ce qu'est ce nouveau droit appelé par ailleurs pudiquement aide à mourir, mais j'y reviendrai. Ce nouveau droit, il va emporter avec lui des questions, il soulève des questions éthiques et juridiques importantes qui, je pense, vont traverser nos débats. Mais surtout, ce nouveau droit, il interpelle profondément notre conception de l'accompagnement du terme de la vie,
car il emporte avec lui un changement majeur en ce qu'une personne, sous certaines conditions, certes, peut provoquer légalement la mort d'autrui. C'est la raison pour laquelle, chers collègues, il nous faut être très très vigilants sur cette définition et il nous faut éviter tout terme qui pourrait entraîner une confusion, tant dans ce que les Françaises et les Français en comprendront que dans les discussions que nous pourrons avoir. Et nous avons déjà vu que le terme d'aide à mourir emporte voire beaucoup de confusion. Alors je vous proposerai plus tard une rédaction qui permet d'éviter de mettre sous cette terminologie un acte bien précis qui consiste à recourir à une substance létale. D'ailleurs, l'Académie de médecine a précisé, a indiqué qu'il était important de différencier cet acte qui consiste à utiliser une substance létale de tous les autres actes qui consistent à aider à mourir de différentes manières. Et dans les services de soins, dans les EHPAD, à domicile, il y a tous les jours des professionnels de santé qui aident à mourir sans avoir à recourir à une substance létale. Donc la différenciation est extrêmement importante. Je vous remercie. Madame Élise Le Boucher pour le groupe LFI-NFP. Oui, merci Monsieur le Président. Alors nous sommes, collègues, sur le point d'ancrer dans le Code de la santé publique la dernière des libertés, la dernière des dignités, celle de pouvoir être maître de soi-même jusqu'à ses derniers instants, le droit de recourir à l'aide à mourir dans un cadre précis. Il s'agit de répondre à une demande de la société réitérée par la Convention citoyenne. L'ouverture d'un droit à l'aide à mourir sera une nouvelle étape dans le processus qui a permis au cours des 20 dernières années de mieux reconnaître le droit des patients, de renforcer le respect de ses choix et de sa dignité. Il s'agit aussi de mettre fin à l'une des inégalités les plus injustes qui contraint des personnes en fin de vie souhaitant mettre fin à leur souffrance à, si elles en ont les moyens, partir en Suisse ou en Belgique, ou pour les moins fortunés, soit recourir à des pratiques clandestines, soit à subir une longue et douloureuse agonie. Écoutons ce que disent nos concitoyennes et concitoyens, répondons-leur en leur ouvrant ce nouveau droit, en établissant un cadre sécurisé pour les patients et les soignants. J'alerte ici sur la volonté du gouvernement de revenir et de supprimer le choix entre auto-administration et administration par le professionnel de santé. Le libre choix, le libre arbitre de la personne doivent guider nos considérations. Je vous remercie. Madame Océane Godard pour le groupe socialiste et apparenté. Monsieur le Président, tout d'abord, je souhaitais préciser, Monsieur le Président, que tout à l'heure, lors du premier article, notre collègue, et à juste titre, Monsieur Potier a exprimé sa position, mais que ce n'était pas celle du groupe socialiste, puisque nous avons bien, et je l'ai dit à la tribune encore l'autre jour, que nous avons une liberté de vote au sein de notre groupe, et c'est important en tout cas de respecter cela, et je m'appuie sur les propos de Monsieur Monnet tout à l'heure, pour que notre débat soit le plus juste possible et reflète de manière très juste ce que chaque groupe pense. Je voudrais dire effectivement un mot sur cet article 2 qui est central. C'est l'article qui est au cœur finalement de cette proposition de loi. Cet article 2 définit le droit à l'aide à mourir comme celui qui consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale afin qu'elle se l'administre ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. Alors oui, c'est un nouveau droit, cela a été exprimé par ma collègue juste avant et nous avons déjà, j'ai envie de le dire comme cela, nous avons déjà trop entendu le fait que cette loi puisse, je cite, de pousser à donner la mort, pousser les gens à mourir. Pardon, mais non, en fait, cette loi ne donne pas la mort. Parce que cette loi, ce n'est pas n'importe quoi. Elle a été pensée, elle a été travaillée depuis des années. Elle s'appuie aussi sur des faits, sur les paroles, les ressentis des malades, des familles, des soignants. Et je crois que c'est cela que nous devons respecter. Il y a des conditions cumulatives. Ce sont des décisions collégiales prises par des professionnels. Et puis, elle
elle est aussi issue, cette décision, d'une volonté libre et éclairée de femmes et d'hommes qui ont des souffrances réfractaires insupportables. Et ça, je l'entends pas dans les propos, en fait. Ce n'est pas au cœur. Et c'est là où on a une inversion, en fait, des arguments et des arguments qui sont au cœur de nos réflexions et de nos expressions. C'est que c'est la souffrance qui guide nos travaux et notre travail ce soir. Merci. Juste une toute petite précision sur ces inscrits à l'article. C'est le règlement de l'Assemblée qui précise qu'il y a un inscrit par groupe. Et donc, je prends le premier qui lève la main. Si les groupes veulent se concerter d'abord pour savoir qui parle pour le groupe, organisez-vous entre vous. Je vous remercie. Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce qui est en jeu pour cet article 2, c'est effectivement la question de la terminologie. En l'occurrence, lorsque l'on parle d'un droit à l'aide à mourir, en réalité, on a déjà opéré en quelque sorte un glissement, et c'est ce glissement qui interroge. Glissement, c'est le suivant, c'est que tout au début, on évoquait le fait qu'on allait s'adresser à des situations où les personnes étaient en fin de vie, c'est-à-dire qui allaient mourir. Or, en fait, on voit bien que le glissement, c'est que de plus en plus, ce texte, en fait, s'adresse à des personnes qui veulent mourir. Et donc là, on n'est plus exactement dans le même cadre. Et puis ensuite, on a aussi les termes mêmes qui sont utilisés. D'autres collègues l'ont dit. En réalité, je reprends simplement ce que disait l'étude d'impact du texte qui avait été débattu lors de la précédente législature. Plus d'une centaine de fois, le terme euthanasie a été utilisé dans cette étude d'impact. Le Conseil d'État, en 2024, donc il y a un an, 13 fois le mot euthanasie. L'étude d'impact, toujours, a utilisé 29 fois le mot suicide assisté. Le Conseil d'État l'utilise 10 fois. Et donc la question que je me pose, pourquoi est-ce qu'on refuse ces termes? Alors on a eu ce débat en commission, Olivier Falorni réfute la possibilité de recourir au terme d'euthanasie, mais vous voyez bien que nous avions même... Je n'étais pas favorable ex ante à cet amendement, mais un amendement consistait à dire est-ce qu'on ne devrait pas parler d'aide active à mourir, pour faire le distinguo simplement avec l'aide à mourir, puisque c'est ce que font les professionnels en soins palliatifs en permanence. Et vous voyez bien que, à force de ne pas nommer les choses, et vous le savez, en fait, vous le savez, chers collègues, ne pas nommer les choses contribue au malheur du monde. Il faut que vous l'entendiez. Ne pas nommer les choses comme elles devraient l'être, en réalité, est extrêmement dangereux. Et ça nous amène dans une direction qui nous pose problème. Il faudrait à minima nommer les choses. Alors pourquoi ne parlons-nous pas de suicide assisté? Je vous remercie. Madame Danielle Simonet, pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président. Cet article 2 instaure le droit à l'aide à mourir en autorisant l'administration d'une substance létale, avec des conditions très strictes, nous le verrons par la suite du texte, pour les personnes qui subissent des souffrances réfractaires à tout traitement, que les soins palliatifs n'arrivent pas à soulager et dont le pronostic vital est engagé. En phase avancée ou terminale, on débattra toutes ces conditions. Alors j'entends que pour certains qui s'opposent à l'inscription de ce nouveau droit, ils mettent d'abord un débat sur le terme. Il faudrait parler d'euthanasie. Finalement, je retrouve le débat de nos aînés concernant le droit à l'avortement, qui d'ores et déjà à l'époque disaient l'avortement, finalement, c'est l'euthanasie des bébés. C'était même les mêmes choix de termes pour bien indiquer qu'il fallait absolument rejeter. Eh bien, moi, je vais vous faire ce parallèle. Oui, avec le droit à l'avortement, nous avons arraché une grande victoire, nous les femmes. Mon corps, mon choix nous appartiennent. Et avec ce droit de l'aide à mourir, eh bien, c'est hommes et femmes, toute notre humanité entière, qui allons gagner finalement ce droit de dire « ma vie, ma mort m'appartiennent ». Cette ultime liberté. C'est pour ça que pour moi, c'est une loi extrêmement importante. Parce que actuellement, la loi Gleanes-Leonetti, elle instaure finalement le droit au laisser mourir. On arrête l'alimentation et l'hydratation, et c'est la sédation profonde et continue, avec l'intention de conduire jusqu'au décès. On ne sait pas ce que le patient ressent. Cela peut durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines parfois. Et puis on n'est pas toutes et tous adaptés
à des situations qui peuvent permettre d'avoir recours à la loi Claes-Leonetti. Moi, je ne sais pas comment vous pensez votre mort, j'ai beaucoup de mal à penser la mienne, mais je pense qu'on a tous été confrontés à des gens autour de nous, ou bien à des gens autour de nous qui vont y être confrontés. Moi, je nous souhaite à tous une mort douce, la plus douce possible. Mon père, il est parti en novembre, et il n'a pas souffert. Il n'a pas souffert, il n'a pas eu d'angoisse. Je nous souhaite d'être dans cette situation-là, mais vous savez comme moi qu'on ne sera pas tous confrontés à cela, que nos concitoyens, concitoyennes ne seront pas tous confrontés à cela. Alors, je terminerai par dire, instaurons ce droit, cette ultime liberté qui ne retire rien à celui ou celle qui ne souhaite pas en user. Espérons que les progrès de la science seront qu'on sera peu à vouloir nécessiter d'user. Je vous remercie. Et Monsieur Trébuchet, groupe UDR. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Ce débat sémantique dont vous parlez, ce n'est pas nous qui le refusons. En soi, il est normal de nommer les choses telles qu'elles sont. Et le suicide assisté désigne l'acte qui va être introduit par cette loi, de la même manière que l'euthanasie désigne l'acte qui va également être introduit par cette loi-là. Moi, s'il y a un refus de nommer les termes, certains y voient une volonté de dissimulation. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est la confession d'une impasse. C'est-à-dire que, en soi, ce que vous nous dites à travers cette volonté de ne pas choisir les termes, c'est que vous voudriez ne pas tuer. Vous voudriez pouvoir soulager sans tuer. Et vous pensez qu'il n'y a pas d'autre solution. Moi, je vous pose cette question. Comment penser qu'il n'y a pas d'autre solution quand depuis 20 ans, hommes et femmes politiques sur ces bancs, tous confondus, nous n'avons pas été au rendez-vous du déploiement des soins palliatifs dans notre pays? Comment pouvez-vous apporter une réponse alors que les soins palliatifs n'ont pas été développés? Ensuite, vous voulez définir du coup un nouveau droit. Mais je suis vraiment étonné, chers collègues de gauche, que vous ne perceviez pas qu'un nouveau droit a toujours un impact sur l'ensemble du corps social. Et c'est le professeur Sicard qui le disait dès 2012. La pratique euthanasique intériorise des conceptions négatives d'un certain nombre de situations de vieillesse, de maladie et de handicap. Et donc, il est vrai que, évidemment, que cette loi ne va pas obliger à tuer, mais elle va faire qu'un certain nombre de personnes se poseront la question et se considéreront peut-être comme devant faire le choix de recourir au suicide assisté et à l'euthanasie. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont montré les cas d'évolution de la loi dans différents pays. Aujourd'hui, l'ONU s'alerte de la situation du Québec qui propose l'euthanasie de plus en plus ouvertement à des personnes en situation de fragilité. Et dans le cadre de ces dérives-là, ne pas nommer les choses dès le début de la loi, eh bien, c'est mentir aux Français. Deux philosophies s'affrontent dans l'hémicycle. D'un côté, les partisans du droit à mourir. De l'autre, les opposants. Des députés de la droite et du Rassemblement national ont déposé des amendements nombreux pour réécrire une partie de cet article 2. Mais même parmi les soutiens à la proposition de loi, il y a des divisions. Jusqu'où faut-il aller? Faut-il ouvrir l'aide à mourir à un plus grand nombre de patients ou bien au contraire fixer des critères d'accès plus stricts? Au fil de la séance, les idées se confrontent, les positionnements se décident. Chaque mot de cette proposition de loi est âprement discuté. Nous en venons aux amendements de suppression à l'article. Le numéro 4, Monsieur Zitzenstuhl. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. C'est un amendement de suppression de cet article. Cet article est assez fondamental puisque c'est la définition de l'euthanasie et du suicide assisté. J'assume le fait, et je réponds par cette voie-là aussi au collègue Monnet, j'assume le fait d'avoir déposé beaucoup d'amendements de suppression. Et chers collègues, l'amendement de suppression fait partie de la palette qui est à la disposition de tous les parlementaires pour précisément susciter, provoquer du débat. Et je pense que sur tous les bancs, sur tous les textes, nous en faisons un usage lorsque nous considérons qu'il y a des points extrêmement importants qui doivent être discutés. Ensuite, nous sommes en avance dans le débat. Je veux encore le rappeler. On entend dire qu'il y aurait de l'obstruction. Nous sommes allés plus vite que nous le pensions sur le précédent texte. La feuille verte a été ouverte de façon très extensive. Je suis député à 500 km d'ici. Je suis un député de province. J'ai annulé 2 week-ends complets de manifestations, comme j'imagine beaucoup de collègues. Tout ça pour dire qu'il n'y a aucune volonté d'obstruction, il y a juste la volonté que nous ayons le débat.
et nous avons suffisamment de temps pour avoir un débat approfondi. Cet article 2, je m'y oppose parce qu'il est d'une part, bon, bien sûr, pas clair sur les termes, on l'a déjà dit. Il va aussi, en réalité, profondément déstabiliser le corps médical, puisque pour l'instant, il prévoit qu'un médecin ou qu'un infirmier pourra tuer des malades. C'est ça qui est écrit, chers collègues. Il faut aussi voir la réalité en face. Et pour ceux qui auraient un doute, lisez bien l'alinéa 7 de l'article 2. On aura l'occasion d'en parler, puisque l'alinéa 7 de l'article 2 prévoit une irresponsabilité des médecins et des infirmiers qui auront à accomplir ce geste précisément parce que c'est un geste qui vise à tuer des gens. Je vous remercie, Monsieur Stuhl. Monsieur Hetzel pour le numéro 7. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. En fait, on va rentrer progressivement dans la définition des termes juridiques. Et en fait, le Conseil d'État, dans les préconisations qu'il a effectuées, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait une définition claire des actes tels qu'ils seront pratiqués. Et là où il y a un débat, c'est que nous constatons la volonté d'inscrire en fait le suicide assisté et l'euthanasie dans le Code de la santé publique. Ça aussi, ça interroge. Pourquoi ça interroge? D'abord parce que ce qui est inscrit dans le Code de la santé publique est considéré comme relevant des soins. Et donc, on peut comparer notamment. Regardez ce qui s'est fait à l'étranger. Regardez les autres législations, comment elles se sont mises en place. Soit ce sont des législations autonomes, c'est-à-dire qui ne se réfèrent pas au Code de la santé publique, ce qui est le cas de l'Autriche, de la Belgique, de l'Espagne, du Luxembourg, du Québec. Ou alors, ce sont des législations qui vont aller modifier un certain nombre d'éléments dans le Code pénal, puisque en réalité, il y a des questions qui interfèrent avec l'homicide. Et donc, c'est le cas, par exemple, de ce qu'a fait le Canada ou les Pays-Bas. Et en fait, lorsqu'on prend ces exemples étrangers, il y a un point commun pour toutes ces législations, c'est qu'elles n'ont à aucun moment été considérées comme un soin à l'étranger. Et donc la question qui est quand même extrêmement présente, pourquoi nous, en France, alors que nous pourrions nous inspirer de ce qui s'est fait à l'étranger, pourquoi voulons-nous inscrire cela dans le Code de la santé? Véritablement, ça interroge. Et en tout cas, je trouve ça troublant parce que cela contribue à considérer que l'on rentre dans une dimension médicale. Or, c'est là aussi imposer quelque chose au corps médical dont je ne suis pas certain que collectivement nous soyons amenés à devoir le faire. Merci, chers collègues. Pour le numéro 114, quelqu'un le défend? Je ne crois pas. Le 178 non plus. Madame Gruet, le 516. Merci, Monsieur le Président. L'objet de cet article est de définir la notion d'aide à mourir telle qu'elle sera retenue par le législateur. Cela englobe deux situations, l'auto-administration d'une substance létale par la personne elle-même ou son administration par un médecin ou un infirmier. Dans le premier cas, il s'agit d'un suicide assisté. Dans le second, il est question d'euthanasie. Or, cet article ne nomme pas expressément l'objet même de cette proposition de loi. Et je tiens quand même à signaler que c'est au sein de cet article-là qu'on a eu le premier point de déséquilibre du texte, avec la suppression en commission des affaires sociales de l'incapacité physique de la personne. Le premier élément que je souhaitais développer, c'est cette notion de sémantique. Vous l'aurez compris, j'aurai un certain nombre d'amendements pour introduire la notion d'active à aide active à mourir. Et sachez quand même que l'euthanasie et le suicide assisté revêtent cette codification internationale qui fait que c'est communément en Belgique on fait l'euthanasie et en Suisse on fait le suicide assisté. Deuxième chose, comme l'a dit Patrick Hetzel, aucune autre législation étrangère n'a inséré ça dans le Code de la santé, ce sont des lois autonomes. Madame Simonet, pour revenir sur l'IVG, elle n'est plus là. Le subtil équilibre du texte sur l'IVG, c'est cet équilibre entre les droits et la liberté de la maman et la protection du bébé. Et là où on a un déséquilibre, au-delà des critères qui peuvent être sélectionnés, c'est que les patients n'auront parfois pas le choix.
Ils auront un manque d'accès aux soins et de dépistage précoce, un accès de soins palliatifs, et le seul choix qu'on leur donnera, c'est d'avoir recours à l'aide active à mourir. Et en cela, on ne peut pas faire la comparaison parce que le texte n'est plus équilibré. Et enfin, à mon sens, c'est un aveu de faiblesse de choisir cette voie par facilité, comme je vous l'ai dit, au lieu de se doter des moyens nécessaires d'un accès aux soins sur l'ensemble du territoire, que d'ouvrir ce droit qui amènera à une rupture anthropologique. Je vous remercie. Monsieur Potier, c'est à vous. Et Monsieur le Président, vous avez rappelé les règles tout à l'heure et je voudrais le dire avec totale solidarité, respect, amitié avec le groupe socialiste. Les faits sont, et c'est tout à fait normal en termes de démocratie, les faits que je ne pourrais pas m'exprimer ni sur les inscriptions, ni même dans les réponses, par respect pour ce qu'est la dynamique du groupe, mais je ne voudrais pas que ça soit perçu comme une lâcheté. Je trouve que c'est la seule regret que j'ai, c'est pas en mon nom, ça compte peu finalement, c'est qu'il y a eu des voix importantes, Pierre Dharréville, André Chassaigne et d'autres qui se sont exprimés pour dire qu'à gauche, on pouvait être contre l'euthanasie pour des raisons de gauche et que j'aurais peu de mots pour le dire. Donc je vais essayer de les trouver les meilleurs possibles. Ici, je voudrais simplement redire que c'est bien la fragilisation du commun comme garantie de liberté, d'égalité de la personne qui est menacée, puisque chacun va être sommé de se poser une question pour laquelle la société avait définitivement choisi de trancher. C'était l'interdiction c'était le sauvetage de quelqu'un qui se suicide, c'était l'interdiction de la peine de mort. C'est non pas une morale ou un ordre moral ou une religion, c'est une sagesse d'une civilisation qui progressivement a fait de l'interdiction de la mort une des digues sur lesquelles elle fondait son commun. Et aujourd'hui, chacun va être sommé d'exprimer sa liberté. C'est à mon avis deux illusions. La première, c'est que chaque fois que nous affirmons notre liberté, nous disons quelque chose pour l'ensemble de l'humanité. Donc ça a un impact pour les autres. Ce n'est pas l'ultime liberté, c'est un message que nous envoyons au monde. Et que deuxièmement, ce monde est terriblement inégal et que les plus fragiles, les plus vulnérables seront les victimes de décisions que nous apprêtons à prendre dans ce texte. Je vous remercie. Monsieur Benz, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la mal nommée aide à mourir, c'est le suicide assisté ou le suicide délégué à une tierce personne, en l'occurrence dans le texte à un soignant. Pour nous, cela, c'est une forme de démission dans le soin du corps et de la vie. C'est une forme d'aveu d'échec. Et plus grave, c'est une forme d'abandon à la fois des malades, des souffrants. Si nous voulons supprimer cet article 2, c'est parce que nous voulons en définitive supprimer la possibilité de la mort provoquée de manière intentionnelle et de manière délibérée. Alors je le redis, notre position est simple, c'est la protection de la vie à tout prix. Car lorsque les souffrances sont trop insupportables, lorsque la douleur est finalement inacceptable, je le dis et je le redis, c'est précisément la douleur qui doit disparaître, mais jamais la vie humaine. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Bazin, pour l'amendement suivant. Merci, Monsieur le Président. Cet article 2 vient donc créer le droit d'administrer une substance létale avec l'intention de provoquer la mort. Je ne sais pas si on en mesure l'impact. Et alors, ce serait pour soulager des souffrances. Mais est-ce que c'est la bonne réponse pour ceux qui souffrent, sans être pour autant en fin de vie, puisque les critères envisagés ne prévoient pas l'engagement du pronostic vital à court terme? Finalement, comment répondre à la personne qui souffre? Et c'est la question posée à notre système de protection sociale, c'est la question posée à notre société. Et c'est bien cela qui doit nous préoccuper. En le soulageant, bien sûr, pas en l'éliminant. D'ailleurs, quand on met en place les soins palliatifs, la demande de mort disparaît dans l'immense majorité des cas. Et là, notre responsabilité est immense. Et je voudrais dire, cet article pose beaucoup de questions, mais la première, elle est éthique. Tant que les soins palliatifs ne sont pas accessibles à tous et partout, et le titre qu'on a voté pour la précédente proposition de loi, tant que ce n'est pas rendu effectif, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité? Et Annabelle Degré-Dulou, lors de son audition par la mission d'évaluation de la loi Claes-Leonetti en 2023, m'avait vraiment marqué. Elle avait dit ceci: faire avancer vraiment l'accompagnement de la fin de vie pour tout le monde, et donc faire avancer de manière majeure nos soins palliatifs, va prendre énormément de temps, d'argent, de volonté. Si on fait ça en parallèle, il sera plus facile de laisser les personnes choisir de mourir vite. Par ailleurs, elle poursuivait en s'interrogeant sur la nature du choix. Mais quelle est la liberté derrière ce choix? Pour qu'il y ait autonomie et liberté,
Il faut que les différents termes du choix soient possibles. Si un terme est davantage possible que l'autre, voire que l'autre terme n'est pas possible du tout, ce n'est plus un choix. Le deuxième aspect, c'est, avec cet article, est-ce qu'on ne va pas acter une rupture anthropologique majeure obligeant notre société à différencier la valeur des vies humaines? Et peut-on admettre finalement que la vie de certaines personnes n'est pas ou plus inviolable? Et quelles seraient d'ailleurs les conséquences pour les personnes fragiles, vulnérables d'un tel glissement? N'est-ce pas plutôt d'ailleurs le regard que chacun de nous pose sur une personne malade? Et je conclus ainsi. Le professeur Didier Sicard écrivait dans son éditorial du document de l'espace éthique de la PHP de l'automne-hiver 99-2000 que, je cite, « La dignité est dans le regard que l'autre adresse à celui qui souffre ou jouit, dans le regard porté sur celui qui est le plus faible, le plus désespéré, le plus condamné, condamné à mort 2 fois par sa maladie et par l'autre. » Je vous remercie. Madame Paulet. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement a pour objet de supprimer l'autorisation du suicide assisté ou de l'euthanasie, désignée ici sous le terme contourné de fin de vie et d'aide à mourir. Ce texte, en effet, prévoit que des médecins et autres soignants devront prêter leur concours à l'administration d'une substance mortifère pour provoquer le décès de leurs patients. C'est important. Il ne s'agit pas ici d'un suicide, mais du fait de donner la mort, directement ou indirectement, à une personne qui le demande. Un acte grave. Grave pour des soignants dont la vocation est d'éviter la mort et non de la provoquer. Un acte grave pour un être humain pour qui tuer est un interdit fondamental de toute vie en société. Un acte grave pour la personne qui le demande puisqu'il est absolument définitif et irrémédiable. L'autorisation est justifiée par la liberté. Il est permis de se demander à quel point une volonté de mourir donnée sous le coup de la douleur est réellement libre. Les partisans de ce texte y voient un acte de compassion. C'est vrai, les souffrances peuvent être intolérables. Mais la loi Claes-Leonetti, unanimement saluée, offre les outils nécessaires sans franchir cette ligne décisive. Les promoteurs justifient le choix par la liberté et la dignité de la personne souffrante. Mais demander à une personne qui souffre et qui se voit elle-même comme un poids, si elle veut en finir, ce n'est pas ni de la liberté ni de la dignité. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Trébuchet. Merci, Monsieur le Président. Je vais formuler la défense de mon amendement de suppression sous la forme d'une question que je vous adresse, Madame la Ministre, parce que je vais reprendre ce qu'a dit notre collègue Potier sur la question du commun, sur lequel je trouve qu'actuellement, on n'a pas obtenu de réponse. Ce sur quoi nous alertons, c'est que quand on ouvre une nouvelle liberté individuelle, ça a nécessairement un impact sur tout le reste du corps social. Et l'évolution des législations dans les autres pays a bien montré que les taux de croissance de l'euthanasie étaient assez conséquents, que l'élargissement des critères était lui aussi conséquent. Et le rapport de l'ONU, je le répète, sur la situation au Québec a alerté sur le fait que l'euthanasie est trop proposée comme une solution à des personnes pauvres qui sont en difficulté sociale ou médicale. Donc, quand on voit que ces dérives arrivent là, que répondez-vous à cette question sur le fait que l'ouverture d'une nouvelle liberté individuelle a un impact sur le commun? Et compte tenu de ce risque-là, comment expliquez-vous vouloir aller aussi vite sur cette loi-là sans auparavant avoir donné accès à l'ensemble des Français aux soins palliatifs? Merci pour vos réponses à ces 2 questions, Madame la Ministre. Je vous remercie. Monsieur Peu. Il n'est pas là. Pardon. Madame Roy non plus, pas défendu. Madame Mansouri, Monsieur Joly, le suivant n'est pas défendu. Le 2457 n'est pas défendu. Monsieur Juvin. Merci, Monsieur le Président. L'article 2, que je vous propose de supprimer parce qu'il est insuffisamment bien écrit, est un article important, c'est un article de définition. Et pourquoi est-ce important? Parce que les définitions permettent l'intelligibilité de la loi. Et l'intelligibilité de la loi n'est pas une petite affaire. C'est un principe à caractère constitutionnel. Il y a des décisions du Conseil constitutionnel qui ont censuré des lois de 1999 et 2005 au motif d'une mauvaise intelligibilité de la loi. Or, cette loi ne dit pas le mot euthanasie.
cette loi ne dit pas le mot suicide assisté. Pourtant, le Conseil d'État l'utilise 13 fois pour euthanasie, 10 fois pour le suicide assisté. Pourtant, l'étude d'impact de la loi, qui est obligatoire et qui rend intelligible la loi, utilise 101 fois le mot euthanasie, 29 fois le mot suicide assisté. Et donc, partout, l'étude d'impact, indispensable à la création de la loi, le Conseil d'État, indispensable à la création de la loi, utilise des termes que vous refusez d'utiliser. Nous avons un problème, et je vous mets en garde, de contrôle constitutionnel de la loi que nous apprêtons à voter parce qu'elle n'est pas intelligible. Elle est si peu intelligible que nous irons, tout à l'heure, nous le dirons un instant, on utilise le mot mort naturelle, on utilisera le mot mort naturelle pour définir la mort après euthanasie. Donc on ne dit pas absolument pas les choses. Et je pense que nous avons un danger de censure constitutionnelle. J'ajoute, et je termine, Monsieur le Président, sur cette question, que Monsieur le rapporteur, vous avez dit que, j'ai cru avoir compris, vous avez justifié la volonté de ne pas dire les choses en disant mais dans d'autres pays ce n'est pas utilisé. Nous avons vérifié. Dans d'autres pays, les mots euthanasie et les mots suicide assisté sont utilisés. Donc, voilà, je vous ai mis en garde. Nous avons une question d'ordre constitutionnel. La loi n'est pas intelligible, elle n'est pas claire et en cela, elle ne répond pas aux critères que le Conseil a décidé d'imposer aux législateurs. Je vous remercie et je vous annonce que sur les amendements 4 et identiques, je suis saisi par les groupes Rassemblement National et LFI-NFP une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, toute cette série d'amendements de suppression, évidemment, reviendrait à vider de sa substance cette réforme majeure voulue par nos concitoyens. Donc, j'y serai évidemment très défavorable. Alors on nous dit que l'emploi des termes ne serait pas adapté et que ce texte ne nommerait pas clairement son objet. Alors je vais quand même vous rappeler rapidement la définition qui est dans la loi. La définition qui est dans la loi. Le droit à l'aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale afin qu'elle se l'administre ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. Est-ce que cela n'est pas clair? Alors vous faites référence au Conseil d'État. Vous citez en permanence le Conseil d'État, l'avis du Conseil d'État. L'avis du Conseil d'État écrit, point 6 de son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État n'appelle pas d'objection, l'emploi de l'expression d'aide à mourir n'appelle pas d'objection de notre part. C'est le Conseil d'État. Ensuite, vous voulez absolument utiliser les mots euthanasie et suicide assisté. Cette insistance, je l'entends, je la comprends. Je voudrais vous apporter un certain nombre d'éléments qui me semblent aller dans le sens contraire. Pourquoi d'abord je ne souhaite pas que l'on utilise le mot euthanasie? Vous savez, il y a des mots qui ont une belle étymologie. Le mot euthanasie, c'est une belle étymologie. Ça veut dire en grec « belle mort ». Mais vous savez, il y a des mots aussi qui sont souillés par l'histoire. Oui, il y a des mots qui sont souillés par l'histoire. Je me souviens, l'année dernière, nous étions en pleines élections européennes et j'avais demandé à chacun ici d'entre vous lequel est prêt à mettre dans son programme aux européennes qu'il veut soutenir la collaboration franco-allemande. Qui écrirait « Nous voulons la collaboration franco-allemande dans un programme » L'amitié franco-allemande, la coopération franco-allemande. Et puis, je vais faire d'actualité, parce que ça, c'était l'année dernière. Monsieur Hetzel, vous dites que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, comme disait Albert Camus, de façon apocryphe d'ailleurs, il n'a jamais dit ça. Mais monsieur Hetzel, alors, on va parler de vocabulaire, monsieur Hetzel. Pourquoi ne voulez-vous pas utiliser, vous aussi, un certain nombre de mots qui sont utilisés par le Conseil d'État, par les cours de justice, par toutes les institutions internationales? Je ne veux pas rentrer dans le débat. Pourquoi vous ne voulez pas parler d'islamophobie?
Pourquoi vous ne voulez pas parler d'islamophobie? Pourquoi vous récusez ce mot? Je ne vais pas rentrer dans le débat, pour ou contre, mais vous considérez que l'islamophobie est un terme connoté. C'est M. Retailleau qui l'a dit. Alors vous n'arrivez pas à prononcer ce mot qui est utilisé par le Conseil d'État. Alors, quel rapport? Le rapport, il est très clair. Il est très clair. Alors, je sais que ça vous dérange. Je sais que ça vous met en grande difficulté, mais si. Alors, vous me dites oui, mais ailleurs, on utilise le mot euthanasie et le mot suicide assisté. Alors écoutez, au Canada, la loi s'appelle Loi sur l'aide médicale à mourir. Aux États-Unis, en Oregon, loi sur le choix de fin de vie. En Californie, loi sur l'option de fin de vie. En Australie, loi sur l'aide médicale à mourir volontaire. En Nouvelle-Zélande, loi sur le choix de fin de vie. Au Portugal, loi sur la mort médicalement assistée. En Autriche, et croyez-moi en Autriche, ils n'ont jamais envisagé d'utiliser le mot euthanasie. Et vous savez pourquoi? Eh bien en Autriche, ils l'ont baptisé loi sur la déclaration de volonté de mourir. Et sur l'euthanasie, excusez-moi, je vais avoir quelques propos un petit peu graves. Parce que j'évoquerai pas les insultes que je reçois chaque jour, Falorni égale euthanasie égale euthanasie. Je ne suis pas là pour me plaindre et vous savez, de toute façon, ça me laisse totalement indifférent et chaque insulte est pour moi un encouragement supplémentaire. Mais mes chers collègues, je veux quand même vous rappeler que le mot euthanasie, et vous pourrez faire tous les rappels au règlement, Monsieur Juvin, que vous voulez, je vous rappelle que le mot euthanasie a été utilisé à partir d'octobre 1939 par Adolf Hitler pour engager le programme T4, qui était une politique de meurtre de masse ciblée. Ils ont appelé ça la politique d'euthanasie. Et cela aboutit à entre 200 et 300 000 personnes handicapées, tuées, assassinées. J'espère que vous n'envisagez pas que nous avons les mêmes intentions. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. J'espère que ce n'est pas le cas. Donc, si nous ne voulons pas utiliser le mot euthanasie, c'est parce que ce mot a été souillé par l'histoire. Les nazis ont souillé ce terme et nous n'en voulons pas. Pourquoi nous ne voulons pas? Pourquoi nous ne voulons pas enfin le mot suicide assisté? Parce qu'il crée une confusion. Parce qu'il crée une confusion avec le combat que nous menons toutes et tous ici contre le suicide, pour la prévention du suicide. Et nous ne voulons pas cette confusion. Mais j'allais dire, l'Observatoire national du suicide, qui est tout sauf une officine pro-euthanasie, et qui a publié un rapport en février 2025, et qui dit, en regardant les législations à l'étranger, je cite l'Observatoire national du suicide. On ne semble pas observer des effets de report des suicides vers les dispositifs d'aide à mourir dans les pays où ceux-ci ont été légalisés ou autorisés par la jurisprudence. Lorsque l'aide active à mourir existe, oui, parce que je lis, ben oui, mais effectivement, il y a des lois à l'étranger, on parle d'aide active à mourir. Je vous confirme, Madame Gruet. Lorsque l'aide active à mourir existe, toutes les demandes sont loin d'aboutir et dans certains cas, la possibilité de recourir à l'aide à mourir permet un début de prise en charge du mal-être, ouvrant une perspective certes contre-intuitive de prévention du suicide. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Observatoire national du suicide en février 2025. Alors, vous pourrez continuer à vouloir utiliser en permanence ce mot d'euthanasie qui a été souillé par l'histoire, d'utiliser en permanence le mot suicide assisté qui crée en permanence la confusion. À titre personnel, je m'y refuserai. Voilà, c'est chacun évidemment son point de vue, chacun sa conception. Mais en tout cas, vous en connaissez désormais les raisons. Le terme d'aide à mourir est un terme très clair, très précis. Et la définition qui va avec dans la loi
l'est tout autant. C'est pour cela que je m'opposerai fermement à tous ces amendements. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, vous avez la parole et je précise que nous irons au bout de la discussion et du vote sur ces amendements de suppression qui a dépassé l'horaire prévu. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je voudrais revenir sur quelques-uns des éléments et je voudrais commencer, Mesdames et Messieurs les députés, par un premier point. Beaucoup ont parlé de la situation de nos concitoyens et de leur souffrance. Et je crois que c'est l'un des points extrêmement importants. Qui, dans cet hémicycle, peut ne pas vouloir entendre la demande d'un certain nombre de nos concitoyens, alors même que nous sommes incapables, en l'état actuel de la science, des soins que nous prodiguons, de répondre à des douleurs réfractaires et à une souffrance de nos concitoyens. Parce qu'une fois encore, je veux insister sur ce point, le fait générateur, c'est la pathologie, c'est la souffrance de nos concitoyens pour laquelle nous proposons effectivement d'aller plus loin. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est également important, dans cette définition, nous expliquons très clairement, contrairement à ce que j'ai pu entendre, ce qu'est cette aide à mourir. Je voudrais revenir sur deux éléments. La différence en ce qui concerne le suicide assisté, et je pense que c'est là aussi quelque chose d'important. Le suicide assisté est couramment utilisé pour désigner le fait de prodiguer à une personne qui le demande l'environnement et les moyens nécessaires pour qu'elle mette fin à sa vie. Mais une fois encore, je voudrais redire qu'au vu de cette définition, on peut imaginer que toute personne qui le demande peut bénéficier d'un environnement et d'un moyen pour mettre fin à ses jours. Ça n'est pas du tout ce que nous proposons dans ce texte, puisque dans ce texte, il y a un examen médical qui est fait avec un rôle majeur du médecin pour juger l'éligibilité des personnes et évidemment pour accompagner cette personne tout au long de la procédure. C'est donc totalement différent comme démarche. De la même manière, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les commentaires qui ont été faits et les explications données par votre rapporteur général sur la notion d'euthanasie. Il y a un autre élément sur lequel nous aurons à nous prononcer dans cet article et un petit peu plus loin. Le gouvernement a déposé plusieurs amendements sur l'auto-administration, puisque là aussi c'est un élément très important par rapport à l'euthanasie. Dans un cas, le patient jugé éligible s'administre librement avec tout son discernement le produit létal. C'est l'auto-administration. Ce n'est donc en aucun cas de l'euthanasie. Et il y a le cas du patient qui, parce que physiquement, il n'est pas en capacité de s'administrer le produit, à ce moment-là, par exception, il est effectivement accompagné. Nous ne sommes donc pas dans un cas total d'euthanasie en fonction des conditions que vous aurez à discuter et à voter, mesdames et messieurs les députés. Donc c'est là aussi un élément tout à fait important et je confirme ce qu'a dit votre rapporteur. Le Conseil d'État, dans son avis du 4 avril 24, a considéré que l'expression aide à mourir n'appelait aucune objection de sa part et il a attiré l'attention, pour être exhaustive, il a attiré l'attention du gouvernement sur l'importance de définir de manière claire et précise les actes entrant dans le champ de l'aide à mourir, notamment au stade de la définition. Et c'est tout à fait ce que nous faisons et ce que nous allons retrouver dans l'article 5 qui précise que l'aide à mourir ne vise pas uniquement l'administration de la substance létale, mais qu'elle couvre également l'autorisation et l'accompagnement de la mise à disposition de la substance. Nous sommes donc bien dans quelque chose qui a été présenté et vu par le Conseil d'État. Enfin, un autre élément, on nous interpelle sur l'impact sur le commun. Mais je trouve que, là encore, nous venons tout à fait récemment, puisque quand on fait allusion à la loi Claes-Leonetti qui date de 2016, c'est ce gouvernement qui vient de mettre en place des mesures d'impact plus précises. Ce qui veut dire que pendant des années, effectivement, les mesures d'impact, y compris sur la loi Claes-Leonetti, n'avaient pas été mises en place. Et donc, nous voyons bien
la nécessité qu'il y a aujourd'hui encore d'encadrer correctement cette procédure. L'encadrer correctement, c'est bien la définir, c'est ensuite mesurer, c'est la suivre, et c'est comme cela qu'effectivement, non seulement nous entendrons la demande de nos concitoyens, mais nous aurons la vigilance nécessaire pour le suivi de la procédure. Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à l'ensemble des amendements. Je vous remercie. Alors, j'ai de nombreux inscrits. Je vais prendre 2 pour et 2 contre dans l'ordre des demandes de prise de parole. Monsieur Pilato. Merci, Monsieur le Président. Je vais abonder par rapport à ce qu'a dit le rapporteur général et Madame la Ministre. Donc, c'est bien un article de définition, donc de représentation. Ce qui est assez impressionnant dans cet hémicycle, c'est que pour certains députés, cette aide à mourir, c'est donner la mort. Et pour d'autres députés, dont les députés insoumis, c'est mettre fin à des souffrances insupportables et où la médecine ne peut rien faire. C'est donc une loi qui, par-dessus tout, libère une personne qui le demande d'une terrible agonie. C'est bien un droit à faire valoir, d'où le titre « Droit à l'aide à mourir », et c'est bien une loi de liberté, de fraternité et d'égalité. Donc nous voterons contre ces amendements de suppression. Je vous remercie. Madame la questeur Péasbonne. Merci, Monsieur le Président. Comme je prends la parole pour la première fois, je m'associe évidemment à toutes les prises de parole pour dire que j'espère que ce débat sera aussi respectueux qu'il l'a été ce soir jusqu'à la fin du texte. En France, en 2025, on fait encore silence sur les euthanasies clandestines, sur les suicides violents, à l'image de Chantal Sébir, qui était atteinte d'une tumeur rare au visage, sur les expatriations forcées en Belgique, comme Alain Koch, qui, après avoir tenté par 2 fois de se laisser mourir de faim, a dû partir en Suisse. Et pour ces morts indignes, et pour plein d'autres raisons, nous sommes nombreux à réclamer effectivement, pour ceux qui respecteraient les critères, bien sûr, qui seraient fixés dans la loi, l'aide à mourir. Alors, selon certains collègues, la loi actuelle serait suffisante. Pourtant, on a de nombreux avis et des travaux qui reconnaissent la réalité de situations de souffrance que rien ne peut apaiser. Et selon l'avis même de l'Académie nationale de médecine, que je cite, j'ouvre les guillemets, il serait inhumain de ne pas le reconnaître. C'est donc bien au nom de cette souffrance inapaisable qu'une ouverture de l'aide à mourir doit être permise. Et ce n'est pas tant la vie que ce texte se propose d'abréger, mais bien les souffrances inapaisables. Alors je crois qu'on ne doit plus fuir son pays comme des parias pour bénéficier d'une aide à mourir. Il faut donc voter cet article 2 et en conséquence rejeter tous ces amendements. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc nous avons eu 2 contre. Je vais prendre des pour. Madame Dubré-Chirat, est-ce que c'est un pour? C'est un pour ou c'est un contre? Non, c'est un pour. C'est un pour, allez-y. Pour la suppression. Pour la suppression. Pour la suppression? Oui. Contre les amendements qui sont... Monsieur Panifous également, c'était en contre. Corbière, j'imagine. Monsieur Benz, c'est un pour la suppression. Oui, merci Monsieur le Président. Pour la suppression, je vous le confirme. Chers collègues, Monsieur le rapporteur général, sur les termes du débat, vous le savez, cher Olivier Falorni, que vous m'avez en partie convaincu. On en a parlé ensemble. Que le terme euthanasie a été souillé par l'histoire. Factuellement, vous avez raison. Factuellement, vous avez raison. C'est la raison pour laquelle, en y réfléchissant, j'ai repris les termes que j'avais utilisés il y a 1 an avant la dissolution, avec des amendements de repli sur le suicide délégué tout au long du texte, parce que finalement, l'euthanasie, c'est quoi? C'est bien un suicide qui va être délégué à une personne tierce
Alors, en l'occurrence, dans le texte aujourd'hui, un soignant, un médecin ou un infirmier, mais c'est bien un suicide que l'on délègue à une autre personne que soi-même. Mais au final, monsieur le rapporteur général, en tout cas, je maintiens que la définition exacte, actuelle du texte, l'administration ou l'auto-administration d'une substance létale, ça reste en tout état de cause un suicide assisté ou délégué. Je vous remercie. Je vous remercie. Et enfin, monsieur Juvin. Merci, monsieur le président. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais d'abord, monsieur le rapporteur, excusez-moi, mais il faut absolument que nous décidions de ne pas nous caricaturer mutuellement. Il n'y a pas d'un côté ceux qui veulent faire souffrir les patients et ceux qui voudraient les soulager. En tout cas, excusez-moi, mais ne me faites pas ce coup à moi, en tout cas. Voilà, tout mon engagement, toute ma vie, c'est ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez cité les psychiatres. C'est très important et vous avez raison de les citer. Le Conseil national de psychiatrie, hier, a pris une position extrêmement solennelle, et je peux en lire 2 ou 3 passages. Le texte, en parlant du texte, virgule, porteur de dérives en matière de santé mentale. Voilà ce que dit le Conseil national de psychiatrie. Le Conseil national de psychiatrie encore. Une telle loi pourrait brouiller les repères pour les professionnels et les proches, rendant plus difficile leur intervention en cas de crise suicidaire. Donc, ouvrez les yeux. Ce n'est pas vrai. Les psychiatres aussi, comme d'autres, sont inquiets. Enfin, sur l'utilisation des mots, la conférence des évêques de France, le grand rabbin lui-même parle d'euthanasie. Nous sommes nombreux à en parler d'euthanasie, mais en réalité, nous ne parlons que de cela et il est interdit de prononcer les mots parce que cela gêne. Voilà, laissez-nous prononcer les mots que d'autres prononcent. Et s'il vous plaît, ne nous prêtez pas de mauvaises intentions, ce que nous ne faisons pas à votre égard. Pas du tout, monsieur le... Pas du tout. Mais non, mais le rapporteur le sait très bien. D'ailleurs, en commission, et monsieur le rapporteur, vous le reconnaîtrez volontiers dans votre intervention terminale, vous avez reconnu la bonne tenue des débats et le fait que ceux qui n'étaient pas du même avis que vous aviez cité 2 personnes à ce moment-là, M. Benz et votre serviteur, évidemment n'avaient pas les sous-entendus que vous avez pu laisser entendre dans cet hémicycle. Enfin, M. Falorni, la vie politique est très brutale. Vous souffrez d'attaques injustes, nous souffrons aussi d'attaques injustes, et j'ai moi-même été attaqué par des gens que j'ai dû faire condamner par le juge pénal. Donc voilà, personne n'est plus vertueux qu'un autre dans cette Assemblée. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Et nous passons au vote ensuite. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais juste dire à Monsieur Juvin que, comme lui, je suis bien sûr destinataire de la lettre des psychiatres. Et pourquoi est-ce que je le dis à ce moment du débat? Tout simplement parce que dans la deuxième partie de la lettre, l'ensemble du Conseil national des professionnels de psychiatrie nous dit: dans ce contexte, nous appelons à des précautions qui nous paraissent indispensables. L'instauration d'une évaluation psychiatrique indépendante chaque fois que jugée nécessaire par les équipes soignantes ou les proches lors d'une demande d'aide à mourir. Je ne lis pas toute la fin du paragraphe. Un délai minimal de réflexion et un rappel clair des principes et objectifs de la prévention du suicide. Je pense que tout le monde est parfaitement d'accord pour le rappel clair des objectifs de prévention du suicide. En ce qui concerne l'instauration d'une évaluation psychiatrique indépendante, à l'article 6, j'ai déposé un amendement au nom du gouvernement sur le sujet. Et sur le délai minimal de réflexion, même chose. Donc je dis simplement ça pour bien montrer que je pense que tout le monde est très vigilant à l'ensemble des sollicitations qui ont été données, et cela fera partie des choses que nous aurons à étudier tout au long du débat. Cet amendement qui a pour objectif de rédiger différemment l'article 2 a pour objectif de reprendre en tout cas une définition qui a été donnée par l'Académie des sciences médicales de Suisse et qui a pour objectif de rendre intelligible l'objectif poursuivi par cette proposition de loi, puisqu'il s'agit d'indiquer que l'acte de suicide assisté est accompli dans l'intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours après la prise
prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. Encore une fois, on a déjà eu un certain nombre de discussions autour de la terminologie. Il y a deux choses absolument essentielles. La loi doit être intelligible et comme l'a rappelé avant la suspension de séance hier soir notre collègue Philippe Juvin, il y a aussi toute la question de la constitutionnalité. Et encore une fois, je vous invite vraiment à relire ce qu'indique le Conseil d'État à cet égard et ça devrait en tout cas nous amener à utiliser des termes clairs. Et je terminerai en disant que j'espère que à minima, le terme, cette fois-ci, d'aide active à mourir puisse être un moment ou un autre retenu. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous les présents à cette heure-ci. Monsieur Hetzel, votre amendement supprime la référence à l'accompagnement de la personne, qui est quand même le sujet central de cette proposition de loi. Il supprime également la possibilité qu'un tiers administre la dose létale, alors que c'était dans la proposition initiale, et en tout cas, ce serait contraire au principe d'égalité. Défavorable. Je vous remercie. Alors, j'avais Monsieur Zizenstuhl qui voulait intervenir et Monsieur Hetzel. Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous, chers collègues. Bien entendu, je vais soutenir l'amendement de Patrick Hetzel puisqu'il poursuit l'objectif de rendre la loi claire, intelligible. Il poursuit également l'objectif d'informer correctement nos compatriotes. Nous avons commencé à avoir ces discussions hier soir. Je ne doute pas que nous l'aurons de façon très soutenue aujourd'hui. Nos compatriotes sont trompés sur les intentions de ce texte. On nous dit que ce texte vise à pallier les difficultés qu'il peut y avoir pour des cas rares ou extrêmes de fin de vie ou de maladie d'une particulière souffrance pour un certain nombre de nos concitoyens. Or, les expériences de légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté dans d'autres pays de l'Occident montrent que, très rapidement, le nombre d'euthanasies et de suicides assistés explose. Je me base particulièrement sur le cas du Canada, où les législateurs pensaient d'abord qu'on ne serait que sur un étiage de quelques dizaines, voire centaines de personnes. Or, dans un laps de temps très court, au Canada, ils sont déjà à plusieurs milliers de cas d'euthanasie ou de suicide assisté. Et donc, il faut être vraiment clair. Et je souhaite que les rapporteurs, les promoteurs et le gouvernement soient clairs sur les intentions de ce texte qui vise bien à introduire dans notre ordre juridique l'euthanasie humaine et le suicide assisté par l'État. Je vous remercie. Monsieur Hetzel. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. En effet, Madame Liso, vous indiquez que, en l'occurrence, l'amendement ne ferait pas référence à la possibilité du choix entre suicide assisté et puis euthanasie. Je tiens quand même à rappeler que le texte initial était dans une logique où, en fait, la règle qui était proposée, c'est celle du suicide assisté et dans quelques cas exceptionnels, le fait que lorsque la personne ne peut s'administrer elle-même la substance létale, il serait fait recours à un tiers. Je pense que c'est un débat que nous aurons avec d'autres amendements, mais c'est bien aussi là un point qui évidemment interroge. En fait, en tout cas en commission, l'exception euthanasique a elle aussi été supprimée et cela montre bien que ce qui est en train de se passer est quelque chose de tout à fait exceptionnel, y compris lorsque l'on compare avec ce qu'ont fait un certain nombre de pays étrangers voici quelques années. Je vous remercie. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils ne sont pas adoptés. Le 834 de M. Zizenstuhl.
Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Par cet amendement, je souhaite revenir sur le point relatif à la manière dont l'euthanasie et le suicide assisté vont être introduits dans notre ordre juridique. Cela a déjà été dit hier par quelques collègues. Il y a beaucoup de questions à se poser sur le fait que l'euthanasie et le suicide assisté entreraient dans la première partie du Code de la santé publique. Je vous lis le titre de la première partie du Code de la santé publique. Protection générale de la santé. En quoi pouvons-nous considérer que l'euthanasie et le suicide assisté visent à protéger des gens, alors que, précisément, il va supprimer la vie des gens? En quoi l'euthanasie et le suicide assisté est un acte de santé, alors que l'Ordre national des médecins, notamment, a eu l'occasion de dire que ça ne pouvait en aucun cas être considéré comme un soin. La deuxième partie parle de santé sexuelle et reproductive, la troisième partie de lutte contre les maladies et dépendances, quatrième partie profession de santé, cinquième partie produits de santé, sixième partie établissement de santé, établissements et services de santé. Nous voyons que nous avons construit, nos prédécesseurs ont construit un ordre juridique sur les questions médicales et de santé qui précisément vise à protéger exclusivement la vie. Et à minima, là aussi par souci de clarté, il me semblerait, c'est un amendement de repli, de vraiment modeste et timide repli, qu'il soit au moins créé une septième partie dans le Code de la santé publique pour dissocier complètement les objectifs de cette proposition de loi avec le reste de l'ordre juridique médical. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sidjon-Sul, je voudrais quand même au préalable rappeler que c'est la personne elle-même qui engage le processus et ça c'est immuable, quelle que soit la procédure que nous déterminerons. Je ne voudrais pas qu'on pense qu'il y a dans ce pays des médecins ou des personnes qui pourraient décider pour quelqu'un d'autre de procéder à ce processus. Vous parlez d'euthanasie, on a déjà, et on va encore beaucoup en reparler, et vous ne parlez pas de la possibilité de l'aide à mourir qui peut prendre la forme de l'auto-administration, ça n'est pas non plus à négliger. Vous avez juste parlé de suicide, d'euthanasie. Et plutôt que d'introduire une nouvelle partie dans le Code de santé publique, rassemblons dans un même chapitre les dispositions relatives à l'accompagnement des malades en fin de vie. Défavorable. Je vous remercie. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président. J'ai la même position que votre rapporteur, car comme le prévoit la suite du texte que nous examinons, le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagné du meilleur apaisement possible de la souffrance comprendrait la possibilité d'accéder à l'aide à mourir. Le positionnement des dispositions sur l'aide à mourir dans la partie du Code relative à la protection générale de la santé après les dispositions relatives aux droits de la personne et à l'expression des malades en fin de vie se justifie donc entièrement. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement. Et je voudrais simplement rapporter ici que ces autorités spirituelles, culturelles, scientifiques l'utilisent, dont personne ne leur fera le procès de méconnaître l'histoire. Je pense notamment au grand rabbin de France, bien sûr, à cet instant qu'il a encore fait cette semaine. Donc les mots ont un sens, sont un peu des balises qui nous guident sur les débats qui sont les nôtres aujourd'hui. On a évoqué les sources européennes, les sources françaises, des constitutions, des grandes chartes qui fondent notre République. On n'a pas cité celle qui justement est issue de l'expérience tragique de la nuit de l'Europe, de la nuit de la Shoah. C'est en 1948, c'est René Cassin qui contribue à l'écriture de l'article 1er de ce qui va devenir la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui reparle de notre devoir de fraternité. Il me semble qu'à cet instant, nommer les choses, c'est rétablir le devoir de fraternité qui est le nôtre. Les hommes sont libres et égaux, ils ont le devoir d'agir les uns envers les autres en devoir de fraternité. Il me semble qu'il n'y a pas de continuité, je veux le redire ici, entre les soins palliatifs et l'aide à mourir ou l'euthanasie et le suicide assisté. Il y a une rupture qui aura des conséquences massives sur notre société et sur les plus fragiles d'entre eux. Je vous remercie. Pour le 674, Monsieur Hetzel, peut-être.
Monsieur Juvin. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Oui, donc l'idée, vous l'avez bien compris, c'est de remplacer le terme de droit à l'aide à mourir par les termes de ce que représentent réellement les choses, c'est-à-dire euthanasie et suicide assisté, pour les raisons qui ont été établies, c'est-à-dire la nécessité que la loi soit compréhensible, premièrement, et la nécessité également de ne pas mélanger les termes, parce que, au fond, l'aide à mourir, ça existe déjà. Et tous les médecins, tous les infirmières font de l'aide à mourir. Nous aidons à mourir, déjà, sans provoquer la mort, quand nous accompagnons des familles ou des patients dans leurs derniers instants. Nous aidons à mourir quand nous soulageons les douleurs. Nous aidons à mourir quand nous accompagnons psychologiquement. Nous aidons à mourir quand nous assurons que les besoins les plus élémentaires, l'alimentation, la propreté, l'hydratation, sont réalisés. Nous aidons à mourir en permanence dans nos métiers. Et là, cette notion qui est très classique dans la médecine, aider à mourir, depuis toujours, eh bien, elle est transformée par, malheureusement, un jeu d'euphémisation en euthanasie et suicide assisté, sans le dire. Donc, encore une fois, les soignants aident à mourir depuis toujours et ne leur retirez pas cela. Je vous remercie. La présentation de l'amendement 2000, Monsieur Trébuchet. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Cet amendement vise à rétablir cet article dans sa rédaction initiale et notamment à retirer la mention du mot droit. Alors, ce n'est pas du tout pour retirer le fait que cette loi, si elle est votée, instaurera la possibilité aux personnes de recourir au suicide assisté ou à l'euthanasie. C'est simplement que quand on introduit le mot droit dans une loi, on donne une connotation très positive à l'acte qui est fait. Et il me semble que ça va en contradiction avec le but que poursuivent certains d'entre vous, qui est de dire on va ouvrir voilà, un moindre mal parce qu'on ne s'est plus soulagé, etc. Et donc il me semble que en instituant ce mot droit dans cet article-là, on prépare l'élargissement futur de cette loi. Et je cite quelqu'un qui a longtemps porté le combat de l'ouverture du suicide assisté et de l'euthanasie sur nos bancs, qui est Jean-Louis Touraine, qui récemment réexpliquait que bien, ce serait le début, le pied dans la porte pour ensuite pouvoir l'élargir aux mineurs, etc. Et donc, si on institue dès maintenant ce mot droit, on communique auprès de nos citoyens que c'est quelque chose de positif et qu'en quelque sorte, il serait mieux d'y recourir que de ne pas y recourir. Et c'est pour ça que je propose de le retirer de la rédaction de cet article. Il y a beaucoup d'amendements qui n'ont pas tous le même objectif, même s'ils sont tous tournés autour de la sémantique et quasiment tous, à part M. Monnet, portés par des adversaires résolus de l'aide à mourir, et c'est tout à fait légitime, évidemment. D'abord, sur la question de la clarté du terme de l'aide à mourir. J'ai eu l'occasion de le dire hier, la définition qui est faite dans la loi de l'aide à mourir est on ne peut plus claire, explicite. Le droit à l'aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale afin qu'elle se l'administre ou se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier. Franchement, on ne peut pas être plus clair, plus précis, plus explicite. Je rappelle que le Conseil d'État a été effectivement sollicité sur ce texte. Le Conseil d'État écrit « L'emploi de l'expression d'aide à mourir n'appelle pas d'objection de notre part ». C'est le point 6 de l'avis du Conseil d'État. Concernant les notions d'euthanasie, de suicide assisté, d'assistance au suicide et de suicide délégué qui apparaissent dans un certain nombre d'amendements. Concernant l'euthanasie, je n'y reviendrai pas. Monsieur Sistenstuhl, il ne s'agit pas d'un argument d'autorité, c'est un argument historique. À un moment, il faut intégrer la réalité de l'évolution des mots dans l'histoire. Si le mot euthanasie avait gardé son acception originelle, étymologique, je serais le premier à le défendre, parce que c'est un magnifique mot, euthanasie. Ça parle de la belle mort, de la bonne mort. Donc je serai le premier à défendre ce mot
parce que je défends justement la notion de belle mort, de bonne mort. Sauf que ce mot, je l'ai dit, il a été souillé, il a été défiguré par une politique de crimes de masse d'État. On ne peut pas rester complètement fermé à ce que les mots portent en eux. On parle d'un mot qui a été utilisé pour justifier le crime de masse de 300 000 personnes handicapées et qui a été, je le rajoute, le prélude idéologique et technique de la Shoah. D'ailleurs, qui dans cet hémicycle, personne, utiliserait une expression qui est d'une banalité en temps normal absolue? Je parle d'ultime recours. Oserait-on parler de solution finale? L'expression solution finale est une banalité confondante. Solution finale. Qui oserait, personne dans cet hémicycle, parler de solution finale? Personne. Et je remercie Christophe Benz d'avoir mesuré la charge morale, historique de ce mot. Alors effectivement, il est utilisé par un certain nombre d'acteurs, d'ailleurs tous hostiles à cette loi. Alors il ne s'agit pas d'un argument d'autorité, il s'agit d'un argument qui repose sur le poids de l'histoire et le poids des mots dans l'histoire. Je salue la créativité lexicale de M. Benz, puisque désormais nous avons suicide délégué. J'allais dire, ça ne change pas grand-chose sur la confusion que génèrent ces expressions de suicide assisté, de suicide délégué. Je l'ai dit hier et je renvoie à l'avis de l'Observatoire national du suicide qui, en février 2025, il y a donc quelques semaines, a dit que les législations sur l'aide à mourir dans le monde pouvaient permettre au contraire une prise en charge précoce du mal-être et contribuer à la prévention du suicide. Sur l'expression aide active à mourir, donc certains, Madame Vidal, Monsieur Potier, Monsieur Bazin, Monsieur Hetzel, Madame Gruet, vous souhaitez donc substituer aide à mourir par aide active à mourir. Moi, je crois que le mot aide à mourir est extrêmement clair, je l'ai dit tout à l'heure. Mais aide active à mourir laisserait supposer que, par exemple, la sédation profonde et continue serait une aide passive à mourir. Alors l'intentionnalité n'est pas la même, mais puisqu'on nous dit qu'il y a d'autres aides à mourir, il y aurait donc des aides passives à mourir. La sédation profonde et continue est-elle une aide passive? Absolument pas. Absolument pas. Elle n'est pas intentionnelle, mais ça ne change rien sur le débat sémantique que nous avons. On nous parle d'aide à mourir dans d'autres circonstances. L'aide que constitue la sédation profonde et continue n'est pas une aide passive. Et d'ailleurs, y a-t-il la moindre aide passive à mourir? Personne n'est passif. Ou alors ça veut dire on regarde la personne mourir. Et dans ce cas-là, ça n'est pas une aide. Sur l'expression, monsieur Monet, vous avez utilisé l'expression aide médicale à mourir. Je pense que c'est assez superfétatoire parce que tout indique clairement dans le texte qu'il s'agit bien d'une aide qui est assistée par le corps médical, que ce soit d'ailleurs dans le cadre de l'auto-administration, puisque le médecin est forcément présent, comme pour le cas de l'administration par un tiers. Concernant le droit à l'aide à mourir, alors là, je veux quand même insister sur un certain point. D'abord, je veux le dire, parce que nous sommes rapporteurs de la Commission des affaires sociales, et cet amendement du droit à mourir a été voté très largement dans la Commission des affaires sociales. Je tiens à le rappeler, et ça n'est pas un petit sujet. Mais au-delà de ça, je veux dire que contrairement à ce qu'ont affirmé certains, cette modification, cette intégration de la notion de droit, honnêtement,
qui est la réalité, n'a pas pour effet de créer un droit inconditionnel à recourir à l'aide à mourir. Au contraire, chaque fois que le législateur crée un droit, et nous en créons dans cette enceinte, il en précise les conditions d'exercice. Et c'est bien ce que prévoit ce texte qui définit un nouveau droit, qui en détermine les conditions d'accès et qui précise les modalités de sa mise en œuvre. Donc je suis très favorable à ce que l'on maintienne cette notion de droit à l'aide à mourir qui d'ailleurs a été, j'allais dire, solennisée dans le changement du titre de cette proposition de loi puisqu'il s'agit bien de droit à l'aide à mourir. Concernant le rétablissement de la priorité donnée à l'auto-administration, nous aurons l'occasion d'en débattre ultérieurement. J'y suis, on en parlera tout à l'heure, mais il se trouve que ces amendements portent aussi dans les mêmes amendements le changement de l'appellation de l'aide à mourir. Donc je ne peux y être que défavorable pour cette raison-là et nous débattrons de la suite tout à l'heure. Monsieur Rodwell propose d'exclure les mineurs de l'accès à l'aide à mourir. Ça tombe bien. C'est le cas. Enfin, Madame Barège, je ne suis pas favorable à un amendement qui supprime la possibilité de mettre en œuvre l'aide à mourir. En fait, c'est un amendement qui finalement empêche que s'exerce ce droit. Donc, sur la totalité de ces amendements, j'émets un avis défavorable. Les débats sont intenses et pendant cette discussion en séance, les députés sont revenus sur un point clé du texte. Ils sont revenus à la version initiale du texte qui prévoyait que le patient s'injecte lui-même le produit létal, sauf, et ce sera l'exception, si le patient n'est pas en mesure d'y recourir. Le gouvernement a donc déposé un amendement pour réécrire cette disposition en estimant que le dernier acte doit appartenir au patient. Madame la ministre, le 2650. Merci, Monsieur le Président. Là, effectivement, cet amendement du gouvernement est l'un des amendements dont je vous ai parlé dès la discussion générale, parce qu'il est pour le gouvernement un point extrêmement important. Il était dans le principe même de l'autonomie, de liberté du patient, de demander et donc de réaliser l'acte qu'il a lui-même choisi. Et pour nous, un des points clés, c'était d'ailleurs l'objet du projet de loi, et c'était d'ailleurs dans la PPL reprise par le rapporteur général. Ce dernier acte, pour nous, doit appartenir à l'individu. C'est quelque part le dernier acte de son libre choix et nous sommes bien dans le respect de l'autonomie du patient. Cela permet de garantir qu'il s'agit d'un acte personnel du patient, ce qui répond d'ailleurs aux craintes de celles et ceux qui se posent la question du discernement. Mais là, on a d'autant plus une preuve de discernement que c'est le patient qui s'auto-administre le produit et donc on a bien là à l'ultime étape la notion de discernement. Le principe, c'est celui de la solidarité. Pourquoi le principe de la solidarité? Parce que le patient à ce moment-là qui s'auto-administre est accompagné d'un soignant, ce qui veut donc dire qu'il y a bien à ses côtés un soignant, de façon à ce s'il a le moindre problème, il n'est pas seul, il est accompagné par un soignant. C'est donc une garantie non seulement pour le patient, mais c'est également une garantie pour le soignant. Et là, nous sommes typiquement dans le respect de la clause de conscience du soignant, et on montre au soignant qu'effectivement, il est accompagnateur, mais que le geste est effectué par le patient. L'auto-administration, ça n'est pas abandonner le patient puisqu'il est accompagné, surveillé jusqu'au bout et ça c'est pour moi un des points majeurs, l'intervention du soignant doit être l'exception est justifiée par l'incapacité physique. Et là, je réponds à Monsieur Clouet, on ne restreint pas la liberté, puisque si le patient ne peut pas s'administrer, à ce moment-là, effectivement, mais on est dans une notion d'exception. Et c'est là où nous avons une lecture différente. La position du gouvernement, c'est de dire le principe,
c'est l'auto-administration, l'exception, c'est l'accompagnement, là où vous voulez dire que finalement, il y a liberté de choix. Nous sommes donc dans une démarche tout à fait différente. Moi, je considère que c'est vraiment un acte de souveraineté sur sa propre existence du patient en cohérence avec le principe fondamental du droit au respect de l'autonomie et du consentement libre et éclairé. Donc, on a là vraiment une démarche très importante du patient qui, effectivement, on est bien tous conscients du contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes face à un patient qui est en fin de vie, un patient qui a des souffrances réfractaires, qui a décidé qu'il ne voulait pas aller plus loin. Et à ce moment-là, parce qu'il ne veut pas aller plus loin, qu'il a été déclaré éligible, il décide de s'auto-administrer le produit létal. Voilà l'objet de cet amendement du gouvernement. Et donc, je vous propose de voter sur l'article 2 par scrutin public. Merci de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 117, exprimé 116 majorité, 59 pour 75 contre 41. L'Assemblée a adopté. La création d'un droit à l'aide à mourir approuvé par l'Assemblée nationale en première lecture. Alors c'est un article important, il est même au cœur de la proposition de loi puisqu'il définit ce droit à l'aide à mourir comme un acte autorisé par la loi. Ce droit consiste à autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale dans les conditions et selon les modalités prévues. Voilà pour ce résumé de la discussion de cet article 2. On va poursuivre, on va faire des points de séance réguliers sur LCP pour vous permettre de suivre cette proposition de loi très importante discutée en ce moment même à l'Assemblée nationale. À très bientôt sur notre antenne.